Alors, nous continuons la deuxième partie de la conférence avec une présentation de Pierre Martin qui, lui, va aborder davantage les questions de politique commerciale et de libre-échange. Alors, Pierre Martin a étudié à l'Université Laval, où il a été d'ailleurs assistant de cours et donc il m'a déjà donné une formidable note. Je ne reviendrai pas sur ce moment-là. Ensuite, il a poursuivi ses études de sciences politiques à l'Université Northwestern. Il est aujourd'hui professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines à l'Université de Montréal. Il est aussi membre le membre et ancien directeur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de Montréal-McGill et il est chercheur au CERIUM. Il a été professeur invité et boursier Fulbright à l'Université Harvard, chercheur invité au Woodrow Wilson International Center for Scholars à Washington et professeur invité à l'Université des langues étrangères de Pékin. Ses travaux et enseignements portent entre autres sur les États-Unis, les relations internationales, l'économie politique internationale, l'analyse de l'opinion publique. Il a signé plus de 60 articles dans des revues et ouvrages spécialisés et il est fréquemment appelé par les médias écrits et électroniques pour commenter l'actualité politique ou internationale. Il a été chroniqueur invité au Toronto Star de 2006 à 2014. Depuis 2015, il est chroniqueur hebdomadaire et blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Pierre? Alors, merci, Louis, d'avoir passé premièrement la présentation. Merci à l'invitation, pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de venir à Québec. Et aussi, en particulier pour une occasion de fêter l'anniversaire du ministère des Relations internationales, auquel mon père a été associé même avant son 20e anniversaire. Donc, mon père a travaillé au ministère des Relations internationales pendant quelques années. Donc, il y a même une connexion personnelle. Et juste pour compléter un peu par rapport à qui je suis, depuis quelques années, le gros de mon travail consiste à étudier les États-Unis et à expliquer ce drôle d'animal aux Québécois, que ce soit à travers les cours, les écrits ou les chroniques et les blogs. Mais aussi pendant plusieurs années, un peu moins maintenant, mais pendant les années un peu plus turbulentes de la politique québécoise, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer aux anglophones, aux Américains, ce qui se passait au Québec. Et parmi les questions qu'on se posait, la première fois, parce que moi, ma formation est surtout en économie politique internationale, en politique américaine. À l'époque, je travaillais surtout sur les relations internationales, le commerce international en général. Et donc, j'avais ce petit sideline d'expliquer aux Américains ce qui se passait au Québec. Et puis, parmi les questions qu'on me posait, c'était qu'est-ce qui se passe au Québec avec tout ce nationalisme? Mais en même temps, le Québec a l'air d'être pour le libre-échange et à la fin des années 80, le Québec s'était vraiment placé comme fer de lance de l'introduction de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Ensuite, avait appuyé assez fortement l'accord de libre-échange nord-américain. Et ça intriguait les Américains, surtout que on me posait la question, alors que le système politique américain semblait, mais ce n'était pas tout à fait concret, mais ça semblait se diriger vers un peu plus de polarisation partisane sur les questions commerciales. Et on observait ça beaucoup au Canada aussi, la polarisation partisane sur les questions commerciales. On me posait la question, qu'est-ce qui se passe au Québec? Alors, la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que au Québec, on a eu... Les partis politiques ont joué un grand rôle et la compétition entre les partis a joué un rôle important sur la question du libre-échange, mais ça a été un rôle beaucoup plus constructif que ce qu'on a pu observer ailleurs. Et en fait, le nationalisme a été une force positive pour ce qui est de l'intégration internationale et
ça a été quelque chose qui, au point de départ, lorsque j'expliquais ça à mes interlocuteurs américains, les intriguait. Donc, ce puzzle, c'est le nationalisme, normalement, est associé au protectionnisme, à la fermeture et donc à tout le contraire de ce qu'on construisait à l'époque. Mais au Québec, on a vu une association positive entre nationalisme et libre-échangisme. Et la question, donc, c'est pourquoi ce qui apparaissait à l'époque comme un paradoxe, comment on peut expliquer tout ça? Alors, ce que je vais faire ici, je vais revenir avec vous sur quelques travaux qui datent déjà, mais quand je les ai regardés un peu pour préparer cette conférence, je me suis rendu compte qu'ils avaient vieilli quand même aussi bien, sinon mieux que leur auteur. Et donc, je vais revenir sur ces explications que j'avais faites à l'époque et en répondant aux questions suivantes ici avec vous. Premièrement, pourquoi ce n'était pas évident que le Québec s'engage comme fer de lance du libre-échange? Aujourd'hui, on tient ça un peu comme acquis, mais quand on reprend l'histoire de cet épisode, on se rend compte que ça a été beaucoup moins clair et beaucoup moins évident que ce qu'on peut constater a posteriori. Donc, pourquoi? C'était vraiment pas évident, mais le Québec a, malgré des conditions qui n'étaient pas favorables, appuyé le libre-échange. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y avait au Québec qu'on n'avait pas ailleurs pour expliquer cette différence? Évidemment, je vous ai donné la réponse. La question nationale. Et troisièmement, en rétrospective, quand on regarde ça du point de vue d'aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça veut dire à la fois pour le Québec, pour d'autres sociétés comparables, mais aussi pour la compréhension qu'on peut avoir de la politique commerciale et de la politique du commerce. Donc, moi, c'est beaucoup plus... Je vois des vrais experts de la politique commerciale comme Richard ici, qui connaissent tout le détail des lois administratives et qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec les 220 de tarifs de Bombardier. C'est pas ça dont je veux parler. Moi, je parle de politique, donc de politique partisane, de l'expression anglaise, le politics, plutôt que de la politique du commerce en tant que politique gouvernementale. Alors, revenons au puzzle initial. Pourquoi cet appui du libre-échange par le Québec n'avait rien d'évident au point de départ? Bien, premièrement, pour répondre à cette question-là, ça peut aider de revenir à l'ABC de l'économie politique internationale appliquée au commerce. Si on regarde les conditions structurelles, par exemple, les secteurs industriels québécois du milieu des années 80 étaient assez largement concentrés dans des industries perdantes, des industries qui n'avaient rien à gagner au libre-échange et normalement, on peut s'attendre à ce que ces industries perdantes fassent des pressions qui viendraient supplanter les pressions d'industries potentiellement gagnantes. Okay? Parce qu'en politique, on a beaucoup plus de poids lorsqu'on défend quelque chose qu'on pourrait perdre que lorsqu'on cherche à gagner quelque chose de potentiel et de non encore réalisé. Donc, ces industries vieillissantes, dépendantes de la protection textile, vêtements, meubles, et toutes les autres petites et moyennes entreprises qui étaient, de prime abord, terrorisées par les perspectives d'un libre-échange avec les États-Unis. On pensait se faire écraser par un rouleau compresseur. Et la première réaction de Robert Bourassa à l'époque, c'était pas question. Non seulement ça va nous entraîner toutes sortes de problèmes avec ces industries-là, mais en plus, ça va être centralisateur. Ça va centraliser dans son esprit le fédéralisme canadien. Et au Parti québécois, on n'avait pas de... on était aussi plutôt réticents, mais petit à petit, les choses se sont un peu replacées. Et le Parti québécois, par contre, avait, avec le changement de leadership vers Pierre-Marc Johnson, avait tenté un virage vers la gauche, un rapprochement avec plusieurs groupes qui étaient plutôt opposés au libre-échange. Et donc, le Parti québécois, dans les premiers temps du débat,
était contre. Le Parti libéral tergiversait jusqu'à ce que le lien se fasse entre les ambitions politiques autonomistes et en lien avec une réforme constitutionnelle de Robert Bourassa et Brian Mulroney. Donc, ce n'est pas du tout un hasard là, si le deal du lac Meech arrive au même moment où le gouvernement québécois de Robert Bourassa se retourne vers le libre-échange, devient en faveur du libre-échange. Ça fait partie de l'ensemble. Ça nous permet de comprendre aussi que la politique commerciale, ça c'est une des leçons qu'on va regarder à la toute fin. La politique commerciale, ça nous intéresse, mais ce n'est pas si important que ça. En politique, la politique commerciale, c'est toujours accroché sur quelque chose d'autre. Parfois, c'est favorable, souvent, c'est défavorable. Dans le cas de la politique québécoise, la politique, c'est en s'accrochant sur une entente autonomiste et sur l'accord avec Brian Mulroney autour du lac Meech, et en reformulant aussi la notion selon laquelle une augmentation de la participation directe des entreprises québécoises dans l'économie nord-américaine viendrait augmenter leur autonomie par rapport au marché canadien. Donc, en principe, il y avait là matière à développer un discours autonomiste. Certains ont même dit que ça permettait à Robert Bourassa de mettre la formule de souveraineté-association à l'envers, c'est-à-dire d'obtenir la souveraineté économique et se garantir avec le libre-échange et garantir avec le lac Meech une association politique. Donc, ce qui manquait à l'époque. Le Québec n'était pas inclus. On n'est toujours pas là. En tout cas, on va peut-être en venir là un jour. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là au Parti québécois? Évidemment, changement de la garde et Jacques Parizeau arrive. Jacques Parizeau, qui lui avait une vision économique assez bien arrêtée, proche de cette notion selon laquelle le développement de l'autonomie économique de l'économie québécoise allait favoriser son passage à la souveraineté et surtout le fait que de nouvelles structures institutionnalisées au-dessus du fédéralisme canadien viendraient réduire la dépendance du Québec envers un éventuel lien bilatéral avec le Canada pour atténuer les coûts de transition d'une éventuelle souveraineté. Je suis certain que Jacques Parizeau n'a jamais pensé qu'il y avait des gros profits à faire avec la souveraineté dans l'immédiat, mais que si on avait une structure institutionnelle favorable, on pourrait, à long terme, en bénéficier. OK. Alors voilà, ça c'est une bonne partie de la réponse. À travers tout ça, je vois le temps qui passe, là, je ne veux pas aller dans les détails, mais il y a des gens qui disent « Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment ça? » Parce qu'il y en a qui disent que la différence du Québec, c'est vraiment le fait que les Québécois étaient moins craintifs culturellement que le reste du Canada face à l'invasion américaine. Puis on se souvient un peu du discours de cette époque du nationalisme canadien qui réagissait au libre-échange. La réponse à ça, c'est, bon, pour la composante nationalisme, ils avaient raison, mais ça renforce mon point. Mais ce qui se passait, c'est qu'au Québec, les industries culturelles, tout le secteur de la culture, tout ce qui parlait au nom de la culture, s'opposait au libre-échange, comme dans le reste du Canada. Alors, ce n'est pas vraiment une explication très intéressante. Et vraiment, c'est l'explication du nationalisme, du fait que deux partis qui représentaient deux facettes différentes, concurrentes du nationalisme, se sont servis du libre-échange, ont instrumentalisé la politique commerciale pour des fins qui étaient, à leurs yeux, plus importantes, qui étaient plus structurantes dans le système politique québécois.
Et donc, ça a favorisé, d'abord, quand les deux principaux partis auxquels les gens s'associent prennent des positions claires sur des enjeux complexes, les gens qui n'ont pas nécessairement les capacités de saisir toutes les dimensions de ces enjeux complexes ont tendance à écouter leur leadership et dire « OK, bonne chose, le libre-échange, on va suivre. » Ce n'est pas un enjeu sur lequel la plupart des gens ont vraiment réfléchi longuement et peuvent se former une opinion claire. On va prendre le signal qui vient des partis politiques et l'opposition qu'on observait dans le reste du Canada était largement due au fait qu'il y a des partis qui se sont fait les porte-paroles très clairs et très articulés de l'opposition au libre-échange. Alors, les gens se sont dit, bon, si mon parti, que ce soit le NPD ou dans une moindre mesure le Parti libéral, s'oppose au libre-échange, ça ne doit pas être bon. Donc, il faut concevoir que ce qu'on lit dans l'opinion publique de l'époque, c'est vraiment un phénomène secondaire. On se rallie à l'opinion des partis, mais les partis utilisent cet enjeu-là pour des fins ultérieures. Mais cette situation-là a créé, à plus long terme, et il y a beaucoup à raconter, mais je vais répondre aux questions tantôt s'il faut. Alors, je disais à Louis tantôt, j'ai un gros défaut que je ne vois pas bien, puis j'écris mal. Alors, je vais... Là où on se trouve, c'est qu'est-ce que ça signifie pour le Québec? Qu'est-ce que ça signifie donc, cette explication? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le fait que on est à un point dans le temps, dans l'histoire québécoise, appuyé le libre-échange et qu'il y a eu un consensus bipartisan autour de cet enjeu-là. Avec le temps, ce consensus-là a fini par devenir la normalité. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, l'économie du Québec a bien réagi, ou relativement bien réagi. On a vu comment les indicateurs ont montré des progrès, comment l'intégration des secteurs dont on avait dit qu'ils étaient menacés, ils se sont en fait renouvelés. Le secteur des textiles est resté, mais il s'est complètement transformé. Le secteur du vêtement, c'est la même chose. Le meuble, c'est la même chose. On a transformé, si vous voulez, des parties perdantes de l'économie en gagnants. Et la région d'ici en est une manifestation claire. Donc, il y a une normalité qui s'est installée et le symbolisme qu'on lui attribue, évidemment, avec le déclin de l'enjeu de la souveraineté et de l'opposition entre partis sur cet enjeu-là, c'est devenu moins important. Mais ce consensus-là est resté avec le temps. Les gens qui, à un moment où c'était particulièrement important de le faire, se sont dit que le libre-échange était une bonne chose, n'ont pas développé de raison de croire le contraire jusqu'à relativement récemment, où ce qu'on constate dans les dernières années, c'est une normalisation de la politique qui tourne autour du commerce au Québec. Mais avant de parler de ça, je vais parler un peu de l'implication de l'argument que j'ai présenté de façon plus large. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette observation sur le lien entre libre-échange et nationalisme au Québec? Bien, premièrement, c'est que le paradoxe dont je parlais tout à l'heure n'existait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'antinomie claire entre nationalisme et libre-échange. Et on a vu aussi que dans d'autres sociétés, on s'est servi de la libéralisation du commerce comme instrument pour faire la promotion du mouvement nationaliste. Et on pense seulement à deux endroits où ça a peut-être des chances de fonctionner. La Catalogne et l'Écosse, peut-être un peu plus l'Écosse que la Catalogne. Là, on va voir comment ça va aller. Mais je vais juste les évoquer pour tout de suite. Et
en passant, je regardais aussi, en préparant ça, on avait écrit des travaux plus internationalistes, plus comparatistes sur le même sujet il y a 20 ans. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Écosse et en Catalogne, on constate que les citations montent de ce vieux papier qui était resté enterré, que personne ne lisait, est revenu vraiment en surface. Et c'est surtout parce que cette notion d'antinomie entre nationalisme et libre-échangisme redevient importante. Dans le cas du Québec, bon, tout ça, la souveraineté, ça a passé proche en 1995, c'est plutôt enterré aujourd'hui. Donc, la question de l'intégration économique continentale, est-ce que ça va, oui ou non, ouvrir la porte à l'indépendance? La question est encore largement ouverte, mais le libre-échange est beaucoup moins instrumentalisé dans la stratégie que ça l'était à l'époque, notamment parce qu'on a une scission à l'intérieur du mouvement souverainiste où il y a des mouvements plus carrément de gauche qui se situent en opposition à l'intégration économique, et ça fausse ce qui était à l'époque l'unité du message qui faisait le lien direct entre nationalisme et intégration continentale. Donc, maintenant, par rapport au Québec aussi, quelques mots. Ce qui est intéressant, c'est que ce consensus, malgré le fait qu'il se détériore à l'intérieur du système partisan, ce n'est pas aussi clair que c'était avant dans le discours des partis. On parlait tantôt du Parti québécois qui est devenu beaucoup plus sceptique quant au libre-échange. Ça reste le consensus de normalité dans l'opinion. C'est maintenant la situation normale, et tout renversement de cet ordre libre-échangiste représentait un changement qu'il faut défendre. Et ça, c'est vraiment le changement clair par rapport aux années 80, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de conserver l'ouverture plutôt que de la créer. Et ça, c'est une dynamique politique qui est très différente. Maintenant, dernier point, et le fait qu'on ait ce consensus aussi ne change pas le fait que, ou ça n'empêche pas qu'il y a une possibilité d'instrumentaliser le libre-échange pour des visées politiques qui viendraient reculer dans le domaine de la libéralisation. Donc, ce défi de la confiance dont on parlait tantôt, qui est essentiel pour conserver une place dans un système de libre-échange, c'est quelque chose qui peut changer, c'est quelque chose qui n'est pas inamovible, c'est quelque chose qui peut être renversé. Finalement, plus généralement, qu'est-ce que ça signifie? Et je promets à Louis que je ne vais pas dépasser trop. Ça me permet de revenir à ce que je fais maintenant, à ce que j'étudie maintenant, qui est la politique américaine. Et je veux juste vous resituer par rapport à ce que je vous disais tantôt, que la politique commerciale, ce n'est pas si important que ça. Et on a tendance à voir, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment comme étant... on sent un courant protectionniste dans le discours du président, mais il n'y a absolument pas de correspondance entre les opinions des opposants et des supporters de Donald Trump et la politique commerciale. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que parmi toutes les variables qui nous permettent de prédire si une personne est, oui ou non, en faveur avec Donald Trump, l'opinion sur la politique commerciale est très faible. Il n'y a à peu près pas d'effet. Pourtant, c'est au centre de son discours. C'est quelque chose de très important dans son discours, mais il faut comprendre que, encore une fois, ce n'est pas important. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il instrumentalise la politique commerciale pour tirer avantage d'un clivage dans la société américaine qu'il exploite. C'est le clivage sur un clivage identitaire
qui est activé par l'opinion que les gens ont sur l'immigration, sur les minorités, sur les questions identitaires en général, sur la fragilité de la culture majoritaire blanche américaine. Et là où le commerce devient un instrument, c'est tout simplement comme un symbole de ce qui est étranger et qui participe de cette xénophobie du discours politique. Et donc, on peut craindre, là où on voit l'instabilité dans le système actuel, c'est que malgré le fait qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont coalisés pour défendre le régime actuel de libre-échangisme qui fait l'affaire de l'économie américaine, il y a la possibilité d'utiliser le protectionnisme pour renforcer d'autres divisions dans la politique américaine qui viendraient menacer éventuellement cette ouverture-là. Revenons chez nous. Le même calcul est possible aussi. Même si l'ouverture commerciale est favorable à notre économie et même si c'est une nouvelle normalité de l'économie québécoise qui l'a fait bien se porter dans les dernières années, puis même contrairement aux attentes. Hein, vous vous souvenez, il y a 25-30 ans, on disait libre-échange, approfondissement des inégalités. Mais au Québec, on a trouvé la solution pour atténuer ce problème-là et faire en sorte qu'on peut avoir les deux à la fois. Maintenant, tout ça n'est pas construit sur du roc. C'est construit sur un certain consensus politique, mais ce consensus politique-là pourrait être mis en cause. Alors, voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, nous sommes un peu en retard sur le programme. Alors, je pourrais peut-être simplement une question, s'il y en a une. Oui, Éric? Pierre, tu ne seras pas, étant donné ce que je fais, tu ne seras pas surpris de savoir que je suis d'accord avec toi. Hein, dans l'économie politique internationale, le politique prime. Je suis tout à fait d'accord avec ça sur quoi tu as terminé dans les clivages américains. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'accord de libre-échange, j'ai beaucoup aimé que tu me présentes la vision québécoise. Parce que moi, j'ai travaillé sur la vision plus canadienne. Pourquoi les Canadiens ont poursuivi cela? Pourquoi le volte-face de Brian Mulroney, qui se présentait comme candidat conservateur, qui était fermement opposé au libre-échange, il a changé d'idée. Pourquoi? Pour des raisons purement politiques. Ce que j'appelle le pari de Brian Mulroney, qui était de ramener le Québec dans la famille constitutionnelle et, en même temps, négocier un accord avec les États-Unis. Il n'a pas gagné son premier pari, il a gagné le deuxième pari. Il faut se rappeler que le Canada faisait face à beaucoup de pression américaine. Le buzzword, lorsqu'on utilisait la politique américaine, c'était l'unilatéralisme agressif. Donc, les Américains ciblaient les partenaires potentiels en disant « Vous êtes des tricheurs ». C'est exactement ce qu'a fait présentement Donald Trump. Donc, j'en viens à ma question pour dire que pour mettre dans le contexte de combien que je suis d'accord avec toi. L'aspect, par contre, je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps, que tu as peut-être éludé, c'est que oui, il y a le politique, mais il y a des autres acteurs qui sont très importants, et c'est, bien sûr, les grandes firmes. Est-ce qu'à l'époque, en 1985, est-ce que ça l'a joué? Est-ce que le phénomène qu'on disait du Québec Inc., on se dit, on est tourné maintenant vers le reste du monde, on n'a pas peur, on veut foncer. Est-ce que ça aussi, ça l'a joué en 1985 pour le fait que le Québec était ultimement, fermement en faveur de cet accord? Oui et non, mais rapidement encore, merci Éric d'avoir à la fois renforcé et complété ce que je racontais tantôt. Oui et non, évidemment, il faudrait aller plus dans les détails, puis on n'a pas vraiment le temps, mais le Québec Inc. a vraiment eu besoin d'être convaincu. Il faut se rendre compte que le Québec Inc. était un peu dans l'esprit des Américains qui observaient la situation énormément dépendant de l'intervention gouvernementale.
Et il y avait beaucoup de craintes que les Américains prennent cette excuse pour démanteler en vertu du principe de libre-échange, toutes les interventions qui avaient permis à ces entreprises-là de s'affirmer. Dans les faits, ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a continué à tolérer une certaine part d'intervention, mais c'est une intervention qui, bien que publique, a été de plus en plus compatible avec le mode de fonctionnement du secteur privé en général. Donc, c'était beaucoup moins politisé. Donc, c'est pour ça, par exemple, que la Caisse est devenue un instrument moins directement lié à l'intervention directe du gouvernement dans la microéconomie des secteurs commerciaux. Et ça a passé pour cette raison-là. Mais il y avait aussi une certaine collusion, il y avait beaucoup de collaboration entre les succursales d'entreprises américaines au Québec et cette nouvelle classe d'entrepreneurs québécois qui était relativement bien coordonnée avec eux. Donc, il a fallu se laisser convaincre d'entrer dans la danse du libre-échange. Mais ça, c'était secondaire comparativement à convaincre l'ensemble de la population, convaincre d'en faire un enjeu politique plus ou moins consensuel et qui est resté consensuel pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on va conserver ce même genre de consensus-là? C'est la question que je pose tout à l'heure. Puis je pense qu'on n'a pas la réponse devant nous parce qu'on est à une croisée des chemins. On pourrait avoir une continuation relative, consolidation de ce consensus favorable, mais il pourrait aussi y avoir un virage dans l'autre sens. On n'a pas toutes les données en main pour répondre à cette question-là encore. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, Louis.